Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, amateurs ou non de la petite brique danoise. Nous voici de retour pour la deuxième partie de l'épisode 6 des petits mots de Sobrique, en ce 22 juin. Et nous vous proposons quelque chose autour de l'art. L'art en général, les arts, en utilisant les Legos, avec différents thèmes, différentes activités. Et pour parler d'art ce soir, j'ai demandé à Sébastien de me rejoindre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fabrice, rebonsoir à tous. Donc, Sébastien, ensemble, on va regarder un certain nombre de choses qui sont en lien avec les arts et les Lego. Et pour commencer, on va parler d'une gamme toute récente chez Lego, qui est la gamme art, qui vient de démarrer il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous la décrire, un peu plus nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, la gamme Lego Art fait partie de la mouvance qui est lancée depuis plusieurs années chez Lego, de conquérir de nouveaux marchés, de s'adresser à un public adulte, affole et pas seulement. Et donc, du coup, le but, c'est de proposer des mosaïques que l'on va pouvoir réaliser soi-même, comme le principe des Lego, on va le construire, et on va pouvoir l'accrocher au mur après. Donc, c'est un tableau qu'on aura fait nous-mêmes, qu'on pourra fièrement exposer chez soi. Donc, c'est une gamme récente, effectivement, qui est apparue en 2020, qui compte déjà 6 œuvres sur 2020 et 2021. Donc là, le principe, en fait, on a un support sur lequel on vient, et c'est ce qu'on voit là sur l'image, on vient disposer des petits ronds en Lego. Et alors, juste une petite anecdote, hein, ça, c'est l'outil en général qu'on utilise pour enlever les briques, hein, le démont de briques, ou je ne C'est sais plus ça. comment ça s'appelle exactement. Et là, il est particulier. Il a été fait exprès pour cette gamme, puisqu'on voit qu'il n'a pas la forme habituelle. C'est ça, oui. En fait, il ressemble au vieux démon de briques qu'on connaissait dans les années 90. Je ne sais pas si certains se Ouais, souviennent. J'en avais des comme ça quand j'étais adolescent et enfant. c'est ça. Donc là, typiquement, une série d'œuvres axées quel domaine de l'art, justement? Et ben là, du coup, en fait, Lego a décidé de ratisser large et en fait propose plutôt des œuvres de la pop culture. Donc la pop Qu'est-ce que c'est culture, que la c'est pop culture? voilà, la pop culture, qu'est-ce que c'est? Voilà, la pop culture, c'est en fait la culture populaire. C'est s'adresser en fait à tout le monde par des monuments de la culture, donc des œuvres qui sont connues mondialement. Donc on a effectivement un tableau d'Andy Warhol qui représente Marilyn Monroe. Tout le monde connaît Andy Warhol, tout le monde connaît Marilyn Monroe. C'est les Beatles qui sont incontournables en musique, c'est les super-héros, c'est Harry Potter, c'est Star Wars, c'est Mickey. Donc on est vraiment très large. On pratiquement tous les foyers au monde connaissent au moins un de ces six, voire même les six. D'accord. Je propose qu'on en balaye deux, trois ensemble. Donc, on va commencer par l'emblématique et qui a été le premier dans la gamme, hein, le tableau de Marilyn Monroe, inspiré d'Andy Warhol. Tu peux peut-être nous rappeler qui est Andy Warhol, à quoi correspond ce tableau et qu'est-ce qu'on peut faire finalement en Lego aujourd'hui? Donc Andy Warhol là nous propose un tableau effectivement de Marilyn Monroe. Donc Marilyn Monroe, très célèbre actrice américaine, caractéristique avec son grain de beauté. Donc vous voyez bien sur le tableau qu'il a bien été représenté. On ne manque pas ces petites mouches, différentes déclinaisons. Donc tableau d'Andy Warhol, Andy Warhol qui était en fait spécialiste de, on va dire un peu de sérigraphie, c'est-à-dire de prendre une œuvre et de la détourner et de la retravailler en la colorisant autrement. Donc, effectivement, là, c'est Marilyn Monroe qui a retravaillé en changeant la couleur des cheveux, la couleur du rouge à lèvres, la couleur du maquillage, et il le faisait de manière infinie. Donc, des fois, il avait des tableaux où il y en avait un seul portrait, des fois, il y en a quatre, des fois, il y en a neuf, et même des versions à 16 portraits, c'est assez éclectique l'œuvre sur le nombre d'œuvres. Et il faisait pareil des fois avec les boîtes de conserve aussi. Il était très connu pour les soupes Campbell. Des fois, il y en a une, il y en a deux, il y en a quatre, et ainsi de suite. Il adore effectivement énormément ce côté symétrique, mais en y changeant un petit élément quand même. Donc, la gamme Lego, là, nous propose de faire plusieurs portraits en une seule boîte. Comment ça se passe? Et bien effectivement, là, c'est donc quatre déclinaisons possibles, comme vous les voyez en bas. Donc on choisit effectivement soit les cheveux jaunes, soit les cheveux bleus, soit les cheveux rose clair ou rose foncé. Et on construit le tableau qui nous fait envie. Parce que dans la boîte, il y a les instructions pour monter ces quatre tableaux. Par contre, vous ne pouvez pas les monter en même temps. C'est un seul à la D'accord. fois. Et si on veut pouvoir représenter les quatre tableaux chez soi, ben, malheureusement, il faut acheter 4 sets Lego pour avoir les quatre différents et ainsi avoir l'impression d'avoir une œuvre d'Andy Warhol chez soi. D'accord. Donc là, bon, le principe, super intéressant. On reproduit du Andy Warhol.
une seule case où on peut faire les 4 cases, mais pour le coup, il faut les 4 boîtes, quoi. C'est ça. On passe à deux autres personnages de la pop culture. Alors, on va faire un grand écart entre musique et super-héros. D'un côté, les Beatles, de l'autre, Iron Man des Marvel Studios. Pareil, donc les Beatles, alors moi je ne les connais pas. Il y a qui? Ah, si, il y a John Lennon, qu'on reconnaît John bien. Lennon, avec ses lunettes. Bon, après, je ne sais pas lequel est lequel. Je connais juste leur nom. John, Paul, George et Ringo. Voilà. Donc là, même principe, une boîte, on peut faire un portrait, mais on a les instructions pour faire les autres portraits. C'est ça, on a toutes les instructions à chaque fois et on peut faire chaque portrait séparément. Et c'est pareil, si vous voulez les 4 portraits chez vous, il faut acheter 4 sets. Après, vous pouvez effectivement en accrocher un mois, faire John Lennon, le mois suivant changer, faire Ringo Starr, et ainsi de suite. Il y a Ouais, cette possibilité-là aussi. ouais, c'est sympa ça comme idée. Iron Man, alors moi, perso, c'est mon super-héros préféré. J'adore à la fois le côté ingénieur fou et puis l'humour un peu particulier de son créateur. Donc là, même idée en fait, avec une boîte, alors cette fois-ci 3 déclinaisons, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui, on a trois portraits différents d'Iron Man, donc ça c'est pareil, à tour de rôle ou ensemble avec 3 sets. Mais le concept là qui est intéressant avec celui-ci, c'est que Lego nous propose en fait un design si on assemble 3 sets. Donc, vous voyez en bas effectivement où Iron Man fait comme Dragon Ball Z, je tends ma boule de pouvoir. Et effectivement, et du coup, voilà, vous avez en fait avec ces 3 tableaux cette possibilité d'avoir ce grand panoramique. Super sympa. Donc, on a vu tout à l'heure aussi, il y a du Disney, il y a du Star Wars possible. Et cette année, en fait, Lego a un peu craqué avec quelque chose qui nous propose qui est assez génial, je trouve. C'est une map monde. Alors, tu vas nous en parler un peu plus et nous décrire cet objet assez extraordinaire quand même. Oui, Ah, pardon. effectivement, Lego a décidé de proposer une map monde, donc de battre encore un nouveau record en nous proposant un set avec énormément de pièces. Donc, on est à plus de 11 000 pièces, il me semble. Et du coup, on a la map monde. La map monde version gauche, c'est assez classique avec la représentation de Mercator. Donc, Mercator qui respecte les angles et pas forcément la taille des pays, mais qui permet la navigation comme cela, avec les briques colorées qui vont représenter en fait les reliefs océaniques, parce que l'océan varie en profondeur. D'accord. À droite, Donc là, pour se donner un ordre de grandeur, les dimensions à peu près à la louche, c'est grand comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est des petits tableaux à peu près comme ça, j'imagine, pas très très grands. Là, on est sur quelle dimension on est sur à peu près, on va peut-être multiplier par 4 parce que D'accord. après Donc j'ai c'est pas voilà, c'est beaucoup plus grand. Je sais pas exactement en fait sur les premiers on est sur 120 euros prix commercial Lego et pour celui-là on est à 250 euros. d'accord. Donc en fait Donc on grandit les proportions. sur le deuxième, interprétation libre et interprétation artistique. C'est ça. Donc du coup, effectivement, là, on a une interprétation beaucoup plus artistique, où effectivement, on a un travail qui a été fait de fond. Donc on a une pieuvre sur la partie gauche, on a un Rubik's Cube au milieu, on a des motifs un peu géométriques qui ressemblent certains pour des tissus africains ou amérindiens. Voilà, donc on a quelque chose d'un peu funky. Et en fait, l'objectif, c'est pas forcément de reproduire ce que Lego a fait. On peut le faire si on a envie. L'objectif, c'est aussi de dire, en fait, vous pouvez vous éclater et faire le fond comme vous avez envie. J'ai une question. Moi, je trouve que c'est superbe. Par contre, très blanc, finalement, les pays, les continents. Est-ce qu'on peut agrémenter ça aussi? Est-ce qu'il y a des solutions intéressantes derrière? Lego propose en fait quelques pièces supplémentaires pour pouvoir épingler certains pays, se dire par exemple, Mamie est originaire de tel pays, papy de celui-là, ou sinon j'ai voyagé à tel et tel endroit, ou d'épingler quels seront nos futurs projets. Voilà, j'irai en Australie, j'irai en Nouvelle-Zélande, Ah ouais, ça et on c'est peut faire sympa. évoluer au fur et à mesure. Un tableau interactif finalement. C'est ça. Donc superbe. C'est pas un set qui a le plus grand nombre de pièces ça, actuellement Si, chez si, Lego. c'est le nouveau record chez Lego. Je crois que c'est Incroyable. 11 000 pièces, quelque chose comme ça. Incroyable. Donc, gamme Lego, gamme art, consacrée à la réalisation de
de tableaux ou bien de cette map-monde, mais l'art chez Lego ou l'art avec les Lego, c'est aussi autre chose. On a des artistes qui travaillent autour de tout ça et qui font des choses autour de tout ça. Et on va un petit peu se promener au milieu de tous ces artistes. Alors, pour te faire plaisir, j'imagine, on va commencer par ton favori, parce que c'est Voilà, quand même plus sympa de commencer par celui qu'on préfère. Alors, c'est pas un membre de l'association, ça pourrait peut-être le devenir un jour, mais voilà, c'est le New-Yorkais Nathan Savaya. Alors, je te laisse nous le présenter. voilà, oui, donc oui, vu que c'est moi qui présente, c'est moi qui choisis de qui on parle. Et donc, du coup, mon chouchou en premier, Nathan Sawaya, donc petite anecdote marrante, c'est qu'en fait, il était avocat au barreau de New York, donc quand même du high level, quoi, pour obtenir ce concours-là, et un jour a décidé d'arrêter totalement sa carrière dans le droit et de se lancer dans l'art, ce qu'il avait envie de faire. Et du coup, lui, c'est de la représentation figurative de l'être humain. C'est voir certains aspects de l'être humain, comment on peut le déformer, comment on peut effectivement le voir avec d'autres dimensions, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, quelles sont les émotions, les sentiments. Voilà, donc l'œuvre la plus connue, vous la voyez, elle est en jaune sur la table, où c'est le torse qui s'ouvre et en fait, l'humain à l'intérieur est composé de briques. Il n'est pas vide, l'humain, il a quelque chose à proposer au monde entier. Il est vraiment sur ce côté artistique où l'humain vraiment a un message à transmettre, a des émotions. Donc là, par exemple, en bas, ça peut être la colère, ça peut être la folie, ça peut être la perdition. Il y a plein de choses qui se dégagent de ces œuvres quand on les regarde. C'est superbe. Et donc, il décline vraiment tout un univers autour de l'être humain, autour des sensations, autour des ressentis, autour de la position de l'être humain, tout petit au milieu de l'immensité ici ou en décomposition. Tu as vu une exposition de ce type-là, du coup? Oui, j'ai eu la chance, en fait, à l'époque où j'habitais Paris, j'ai pu voir une très grande exposition à Porte de Versailles à Paris en 2015, où il y avait effectivement tout son travail artistique dans ce domaine-là. Donc j'ai pu voir toutes les œuvres que j'ai mis sur le D'accord. visuel. Et effectivement, on voit qu'on est sur un travail de l'être humain qui, effectivement, on est tous différents, on a tous des couleurs différentes, on a tous des caractères différents. C'est un peu ça aussi qu'il veut montrer, mais on est tous humains finalement. On est petits, Et, on est grands, mais on est tous ensemble. Donc et ça, c'est après, une pardon, partie de... excuse-moi. Ouais, pardon. C'est une partie de l'œuvre. Et après, il y a une deuxième partie où il a travaillé en collaboration avec un photographe et s'est dit comment on va pouvoir intégrer des logos dans la vie, en fait. Comment on peut D'accord. figer pour une photo certains Legos alors que le reste bouge. Et du coup, il a commencé par travailler sur cette robe et d'autres objets comme ça. Il y a toute une série de photos qu'il a travaillé. Donc ça, en fait, c'est une photo hein, avec des Oui, Lego. là, c'est juste la photo de la robe qui est montrée à l'exposition. Il existe la photographie faite par un professionnel où en fait un mannequin porte la robe et la robe est mise en scène dans une rue. Incroyable, magnifique. Bon, on parle de l'être humain, et puis il ne faut pas oublier que c'est un Américain. Donc je pense aussi qu'il doit y avoir un appel des super-héros à un moment ou à un autre, non? Oui, voilà, effectivement, vu qu'il est habitué à travailler le corps humain, il est capable de reproduire différents super-héros. Et donc, du coup, il a fait une deuxième exposition plus tard, qui était plutôt, je crois, en France vers 2018-2019. Elle a circulé à l'échelle mondiale parce que son travail est très reconnu. Du coup, il me propose des super-héros. Donc là, j'adore le mouvement de la cape de Superman. C'est magnifique, où on voit vraiment le mouvement de la lumière avec Flash qui court. On voit vraiment le côté vivant du super-héros. Il n'est pas figé. Magnifique. Et puis alors la cape Superman, là, sympa quand même. Mm. On va passer sur un autre domaine artistique, hein, un peu différent, un peu interpellant aussi quand même, avec les œuvres de Jan Vormann, un franco-allemand. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à voir derrière cette œuvre? Là, moi, je vois pour l'instant des Legos qui bouchent des trous, mais j'imagine qu'il y a quand même un univers, des explications autour de tout ça. Oui, effectivement, il est connu pour être le boucheur de trous, comme on l'appelle un peu dans l'univers de Lego. Et sa spécialité, oui, c'est de boucher les trous, mais en fait, c'est de réparer la ville. En fait, le message, c'est de dire que elle a souffert du temps. Il y a des affres, il y a des blessures dans la ville, et on va avec des pièces Lego les combler. Et suivre le mur de gauche est un peu plus important parce qu'effectivement, c'est un mur qui a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit énormément d'impacts de balles. Il a vraiment souffert. Mais du coup, en venant y combler des petits Legos, du coup, on lui redonne une seconde vie à ce bâtiment, on efface pas son histoire, mais on lui permet de guérir et de suivre le temps et d'avoir une nouvelle aventure. C'est super sympa, ça. Alors, je crois qu'il sera pas très loin de chez nous, vers le 18 juillet, je crois, le 18 juillet d'ailleurs.
il sera du côté de Bourg-en-Bresse, si mes informations sont bonnes. Tu confirmes? Oui, il sera à Bourg-en-Bresse à ce moment-là. Donc, il y a différentes activités qui seront proposées par la ville de Bourg-en-Bresse et par le monastère royal de Brou. Donc, vous pourrez aller voir sur leurs différents sites et pages sur les réseaux sociaux pour voir effectivement toutes les activités qui sont proposées autour de cet artiste. Mais effectivement, il y a quelque chose et peut-être que vous y retrouverez ce brique. Je dis rien, On ne dit rien, à suivre. mais à suivre. Un autre artiste, alors là, on est plus dans l'artiste animalier quelque part. À nouveau, un New-Yorkais, il y a beaucoup d'Américains quand même dans ces activités-là. Pareil, est-ce que tu peux nous décrire son univers, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait? Alors, effectivement, oui, New York, il y a énormément d'artistes, ça pullule, effectivement. Et donc, du coup, dans cette effervescence, Sean Kinney a décidé effectivement de mettre sa patte aussi à la sauce. Et lui, ce qui lui plaît, c'est les animaux. Donc, en fait, la sculpture animalière, c'est quelque chose qui est apparu, on va dire, sur la deuxième Ah, nous avons une petite animaux coupure là. technique. On, Oui, on a commencé à s'intéresser davantage aux animaux. Et du coup, on sent l'héritage qu'on voyait effectivement à cette époque-là. Pareil, de nombreux bronzes sont apparus après dans les années 30 avec l'Art déco, et on retrouve effectivement tout ce mouvement-là dans la Panthère. On sent cette patte, en fait, cet héritage artistique. On sent qu'il s'inspire d'époques anciennes, mais qu'il y met à sa sauce en y prenant des Legos. Et avec lui comme objectif, nous faire sentir le mouvement de l'animal. Il veut vraiment qu'on sente là ce, ce chat, ce gros chat, ce ce félin, dauphin. voilà, ce félin. On sent qu'il va bondir, on sent que le paon vient juste de finir de déployer toutes ses plumes, on sent que le renard va aller attaquer le lapin, c'est vraiment ce qui l'attire, lui. Faire en sorte que les pièces figées soient en vie. Mettre de la vie et finalement euh, porter la vie animale un peu plus haut que simplement quelque chose de figé, effectivement. C'est C'est ça. super beau. Euh, un petit tour en France quand même, parce qu'on a des artistes français. Alors, on verra juste après, on en a dans l'assaut, mais il y a des artistes français. Alors, avec quelqu'un mais tu le diras juste après, je pense, qu'un certain nombre ont déjà vu et devraient reconnaître. Donc, on parle de Paulina Aubé, qui est orléanaise et qui fait un travail avec des portraits en mosaïque, typiquement, là aussi issus de la pop culture. C'est ça, oui, c'est que des personnages de pop culture. Et effectivement, Paulina travaille sur de la mosaïque où elle, son but, c'est de faire ressortir des portraits, de jouer sur les contrastes, sur les profondeurs de champ, sur les émotions, sur attirer notre regard sur une partie. Donc, en fait, vu qu'on est sur de la mosaïque, on va être effectivement sur des contrastes très colorés, mais une mosaïque se regarde avec une certaine distance. Donc, effectivement, on voit que c'est très pixelisé sur Daniel Radcliffe, mais quand on s'éloigne, on va voir parfaitement l'ombre sur le bas de son visage qui entoure l'œil droit. C'est pareil sur le tableau de gauche, ça va prendre tout son relief, on va voir des rides se former, on va voir des sourires s'esquisser davantage, les lèvres vont prendre leur dimension. Toutes les rides de Bryan Cranston sur le tableau de Rose, c'est celui qui joue dans Breaking Bad, sur le tableau Mhm. bleu, là, ça va prendre tout son relief, toutes ses dimensions. Et Paulina, vous la connaissez un peu, certains, parce qu'elle a été jurée dans l'émission Lego Master sur M6. Voilà. Pour la première saison, c'était la co-jurée avec Georges. C'est ça. Alors, on retourne aux États-Unis, inévitablement. Alors, avec cette fois-ci quelque chose quand même relativement impressionnant. On ne peut pas parler d'artistes comme les autres, j'ai envie de dire, parce que là, il va s'inspirer d'autres artistes. Alors, les réalisations sont extraordinaires, hein. Peter Lavon, là, nous fait quelque chose de sensationnel. Voilà, effectivement. Lui, il est parti du principe qu'en fait, il y a énormément d'œuvres d'art qui existent, mais qu'elles ne sont pas toutes en Lego. Donc, du coup, voyons donc ce que ça peut donner avec des Lego. Donc là, on est sur des œuvres monumentales, monumentales pas forcément par leur taille, mais par leur reconnaissance mondiale. Le Cri de Munch, La jeune fille à la perle, La Joconde, La grande vague de Kanagawa, La laitière, c'est vraiment des tableaux extrêmement connus. Et du coup, il les a mis à la sauce Lego. Et en fait, c'est pareil, on se recule un petit peu et on voit l'œuvre prendre vie totalement. On a toutes les perspectives, toutes les dimensions, les expressions qui apparaissent. C'est un travail sublime. Et un travail colossal pour pouvoir mettre tout ça en musique derrière et avoir, et Oui, parce avoir un aussi beau que rendu. on n'en parle pas souvent, mais pour faire des mosaïques, il faut trouver la bonne couleur. Bon Hum. rendu chez Lego, c'est pas comme un peintre qui va faire son mélange et trouver la teinte qu'il a envie en mélangeant du rouge et du noir. Là, Ouais, tout à fait. c'est C'est impressionnant. superbe. On revient en France.
Alors, avec quelqu'un qu'un certain nombre connaissent, parce qu'en particulier, on avait eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises sur des expositions en Rhône-Alpes. Je pense à une exposition qui avait lieu en Isère, une exposition sur Villeurbanne. C'est un Lyonnais qui s'appelle Sam Sophie. Alors, peux-tu nous le présenter et nous expliquer un peu cet univers si particulier de Sam Sophie? Alors Sam Sophie, c'est un photographe. Et lui, effectivement, son but, c'est de. Bon, il a un peu deux tendances. C'est de se servir des éléments de la ville pour faire réaliser des photos. Donc, c'est ce qu'on trouve plutôt sur la partie droite et au centre. Par exemple, on a ce petit ouvrier de chantier qui est avec son marteau-piqueur et en fait, qui va parfaitement avec cette faille dans le mur. Donc, c'est l'idée, on rencontre quelque chose, on va chercher ces Legos qui vont bien pour faire la photo artistique qui nous intéresse. Mais le travail est plus impressionnant sur la photo du milieu parce que là, ça demande un peu plus de perspective et non pas de perspective, mais d'imagination, en se disant, bah, le musée des Confluences à Lyon, eh ben, il a une forme qui me parle, que je connais, et effectivement, oui, on dirait un peu un AT-AT. Et donc, du coup, avec nos deux amis robots de l'univers Star Wars devant, avec cette perspective-là, bon, on a l'impression qu'on les voit avancer vers un AT-AT. Donc là, c'est un très bon combo et c'est une parfaite photo. Donc voilà, mise en situation de Lego dans un univers réel, et puis aussi réalisation de scénettes, où il va à nouveau utiliser des Lego, mais il va construire une scénette pour se rapprocher, pour rappeler quelque chose, et c'est ce qu'on voit ici à gauche. C'est ça, à gauche, effectivement, il voulait faire un travail sur Tintin, donc du coup, a choisi les accessoires et les Legos qu'il fallait pour pouvoir mettre en scène. Donc du coup, bah, comme beaucoup de photographes, un peu dans un mode photographie de studio ou photographie publicitaire, va utiliser un fond pour pouvoir faire son œuvre, va placer les différents éléments, mettre en lumière la scénette et faire la photo. Donc là, on est sur Tintin qui, avec sa loupe, cherche son ami le capitaine Haddock, mais on voit que derrière, ben, comme à son habitude, le capitaine Haddock est en train de cuver. 1 milliard de sabords. Alors, il faut souligner Sam Sophie qui a démarré dans des expositions Lego, mais aujourd'hui qui est dans des grandes galeries, qui est très sollicité par un certain nombre de grandes revues, entre autres, ou par de grandes marques pour maintenant faire des choses de très haut, j'ai envie de dire très haut niveau. C'était déjà très haut niveau à l'époque, mais qui s'adresse à l'art au sens très grand du terme. C'est tout à fait ça. Alors, on ne pouvait pas passer au travers. On a quand même quelques artistes dans l'association, donc il faut qu'on leur rende hommage. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de ce qu'on appelle nos artistes. Alors, nos artistes, c'est en particulier tous les membres de l'association, mais aussi des membres d'autres associations qui vont travailler sur des mosaïques de différentes sortes et de différentes tailles. Et en fait, en gros, on peut dire le papa de la mosaïque en France, en tout cas, c'est Simon Pinta. Est-ce que tu peux justement nous présenter, expliquer un petit peu à quoi, quelle est l'origine finalement, pourquoi on pense Simon dès qu'on pense mosaïque? Effectivement, Simon, en fait, est passionné de briques, est passionné de mosaïques. Et en fait, lui, il est parti du principe qu'il fallait trouver une solution pour pouvoir faire des mosaïques en Lego de manière plus facile. Et donc, du coup, il a développé tout un logiciel, en fait, qu'il a programmé lui-même pour transformer un visuel en mosaïque Lego. Donc, en fait, ce logiciel va pixeliser les images, va ensuite définir pixel par pixel quelle est la couleur Lego qui correspond à la couleur qui existe sur la photo de base. Et ensuite, ce logiciel va découper en triangles et losanges la mosaïque pour pouvoir ensuite créer des instructions. Donc, il a créé tout le système de A à Z parce qu'il est fan de mosaïque et voulait pouvoir en faire avec le grand public, pouvoir les partager sur des expositions. Donc, il y a ce principe de partage avec le public lors des expositions, mais il y a Simon, qu'on voit en photo ici, crée aussi lui-même des œuvres. Donc là, par exemple, on voit, il est à côté d'une mosaïque pliée en plusieurs morceaux qui, sur cette face, représente John Lennon. Mais je crois que si on se place de l'autre côté, on a un autre visuel, c'est ça? C'est ça, oui, en fait, on est sur une mosaïque. Selon l'angle de vue, on voit effectivement soit John Lennon, soit je trouve que c'est Ringo, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, oui, c'est ce principe-là qu'on peut voir effectivement selon Max, un personnage différent. Donc là, c'est sympa. Et puis donc on retrouve alors une mosaïque qu'on avait réalisée lors d'un événement qui avait eu lieu à l'INSA Lyon
pour fêter les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, avec un dessin qui avait été réalisé par un doctorant de l'INSA Lyon. Et donc là, on avait pu faire cette mosaïque, entre autres avec Marine et Sandra de l'association, réalisée avec des enfants de primaire. Donc c'est une super activité. Et puis on vous a mis aussi là une des plus grandes réalisations à ce jour. Tu peux nous donner quelques éléments, quelques chiffres, quelques dimensions? Est-ce que tu as des éléments autour de ça ou pas? Déjà, vous voyez tous le chiffre en bas qui est impressionnant, 150 000. C'est 150 000 briques. Et les mosaïques sont faites avec des briques 2 par 2. Donc c'est Donc, vous incroyable. imaginez la taille que ça peut faire. Vous voyez une petite brique, et ben là, vous la multipliez par 150 000. Donc je crois que c'est à peu près 2,50 m de haut sur 9 mètres et quelques de long. C'est ça, à peu près. Et je crois que dans une interview, Simon disait qu'il avait fallu en gros 16 heures de montage avec le public et 3 heures pour démonter. Alors démonter, c'est juste, entre guillemets, casser la mosaïque, mais ça a pris quand même 3 heures. Oui, ça prend du temps parce qu'après, il faut séparer les briques par couleur aussi, ça demande du temps. Ouais, voilà, c'est incroyable. Et alors donc, dernièrement, l'association Sobrique a été conviée au monastère de Brou pour la réouverture au public du monastère suite à cette très longue période de confinement. Et donc, on a réalisé avec le monastère, enfin pour le monastère, une mosaïque. Je propose que tu nous expliques en fait la démarche pour aller de la gauche vers la droite, de la photo vers la mosaïque. Et ben en fait, tout commence par la création du visuel. Donc là, c'est Vincent qui est designer et qui est membre de l'association, qui a composé ce visuel selon les souhaits du monastère, à savoir avoir des œuvres du monastère et la toiture. Donc vous voyez en fond effectivement la toiture caractéristique marron et orangé, caractéristique du monastère. Et devant, vous voyez effectivement sur les côtés les toiles qui sont présentes dans le musée du monastère. Donc en bas, sur le côté, vous voyez effectivement Marguerite, la fondatrice du monastère. Vous voyez un autre tableau de Dame de compagnie, pour en dire, et de 2 tableaux orientalistes qui sont également dans les collections du monastère. Donc une fois ce tableau composé, du coup on passe à l'étape d'après, ce qui est la pixelisation. Une fois qu'on a pixelisé, on peut découper en losanges. Comme vous voyez sur la photo du milieu, on découpe les instructions en losanges avec un petit descriptif. Combien il y a de pièces dedans, donc c'est toujours 100. Et après, quelles sont les couleurs. Et donc, du coup, on va préparer une petite barquette avec les différentes couleurs qui sont présentes. Donc, par exemple, 10 gris, 5 violets, 3 bleus. Et à la fin, on suit la notice, on construit son losange. Une fois que le losange est fini, on l'apporte et on va pouvoir le mettre sur la mosaïque. Et à la fin, ça nous donne cette Et à la mosaïque. fin, ça nous donne cette mosaïque que vous pouvez voir au monastère. Et qui y est jusqu'au 3 juillet soir. 19, pratiquement 20 000 briques pour cette mosaïque. Alors, tu le rappelais tout à l'heure, hein, les mosaïques, le principe, c'est quand même que c'est conçu pour regarder avec du recul et justement, la pixelisation tient en compte de ce recul. Donc, une activité que l'on peut faire avec l'association de la mosaïque. Mais, comme je disais, on a nos propres artistes. Donc, premier clin d'œil à Marine, qui fait des tableaux originaux avec, je crois, ça s'appelle des cheese slope. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce truc bizarre et pourquoi elle n'utilise pas juste des trucs tout plats, quoi? Marine, en fait, utilise des cheese clubs ou des cheese claws. C'est une pièce en forme de camembert, dirons, ou un morceau de 4 prises des dieux. Selon la forme, ou de roquefort. C'est un triangle en volume. Donc, du coup, qui ressemble à un morceau de fromage qui a été découpé. Ça, c'est pour la forme cheese slope. Voilà. Vu que la plupart des noms des pièces chez Lego sont en anglais. Et du coup, Marine, en fait, se sert de cette pièce-là parce que ça lui permet de créer du relief et du volume sur ses tableaux. Vous voyez effectivement le Pokémon sur le côté, vous voyez le papillon, effectivement, qui ont énormément de relief. Si on était avec des pièces plates, des plates, ça n'aurait pas le même rendu, on n'aurait pas ces dégradés, ces effets de lumière, d'ombre qui apparaissent parce que le Cheeseclope, vu que la pièce est en relief et qu'en plus on la tourne, on peut la mettre sur 4 sens différents du coup. Exact. Et on crée tout un relief et du coup, ça, effectivement, là on voit sur ces 2 pratiquants d'arts martiaux, ça donne un mouvement au pantalon. Extraordinaire, génial, très bonne idée. Autre artiste, alors on en a déjà parlé, mais je pense que ça mérite de reparler de lui, c'est Valentin.
Donc Valentin qui fait de la mise en scène photographique. Alors là, on vous propose justement au travers de deux groupements de vignettes de montrer un petit peu la démarche et comment tout ça est construit, n'est-ce pas? Oui, donc Valentin, que vous avez vu, qui est très fan de Star Wars, mais pas que, du coup, fait des photos sur l'univers Star Wars, et donc du coup, nous présente un peu comment il travaille. Donc déjà, la première chose, c'est de choisir la figurine et de mettre en scène le décor. Donc Valentin prend à chaque fois partie de la figurine. Est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce qu'elle est peinturlurée? Est-ce qu'elle est cassée? Ou est-ce qu'elle est en parfait état? Et en fonction de l'état de la figurine, du coup, ça lui donne des idées. Donc là, effectivement, on était sur des figurines cassées. Et du coup, il se dit, tiens, cassé, ça ressemble à des blessures, des personnages accidentés, on va les mettre en scène un peu de ce côté-là. Donc du coup, des personnages accidentés au premier plan, un personnage en parfait état derrière qui est en phase de combat et qui l'attaque avec son pistolet. Donc on positionne le tout, on met le sable, on met le fond, ce qui permet après de faire la prise de vue. Donc là, on en est au numéro 3, on fait la prise de vue. Vignette 3, ouais. Et après, numéro 4, on est sur le traitement informatique. Donc là, effectivement, par logiciel, il va retoucher sa photo pour améliorer parfois la colorimétrie, parfois le contraste, la luminosité, et faire ses effets artistiques comme il aime bien, où on travaille la profondeur de champ. Donc par exemple, sur la partie droite, la photo 3 est très bien réalisée, parce qu'en fait, quand on regarde en deux, on voit tous les personnages, mais avec l'effet qu'il va donner sur la partie droite de l'écran avec l'effet de lumière, on va voir un peu l'horreur, le dégoût, vraiment l'expression du personnage central est vraiment mise en valeur par cet effet artistique. Ouais, c'est génial. Deux autres exemples, là aussi, super sympa. Alors, encore du Star Wars. Alors, on voit c'est minimaliste en fait. Il y a très peu de choses, mais une vie incroyable. Oui, voilà, pareil, un personnage avec la jambe cassée, qu'il a récupéré dans un vrac. Du coup, hop, allez, un personnage qui était en pleine action, on met en scène avec un copain, un blessé par terre, boum, ça fait une photo. Il suffit de trois fois rien, d'une petite idée, un peu de peinture pour améliorer les choses. Il se permet effectivement sur des pièces abîmées de laisser parler sa créativité. Et je crois qu'il y a quelqu'un récemment qui lui disait mais comment tu fais pour faire ça? Il dit j'ai des Lego et mon téléphone et c'est suffisant, quoi. Donc bon, beaucoup de modestie, mais il y a beaucoup d'imagination et de travail derrière. Mais il fait pas que du Star Wars, hein, c'est ça? Oui, il fait aussi du pirate et là il fait aussi du Moyen-Âge. Donc il a un peu touche à tout. Et Et pareil, là, les petits soldats qui sont en action. super. Eh bien, Sébastien, merci beaucoup pour cette petite balade dans les arts au niveau des Lego. Je crois qu'on a découvert des choses, à la fois sur l'utilisation des Lego pour pratiquer l'art, mais aussi sur l'art. On a parlé d'art déco, on a parlé de pop culture, etc. Donc, merci beaucoup, Sébastien, pour Merci ton intervention. Fabrice, et j'étais ravi de partager ces quelques moments avec tout le monde. Et oui, on dit quelques moments avec tout le monde parce qu'en fait, il reste une date pour cette première saison des Petits mots de Sobrique à noter dans vos agendas. Cette date, c'est le 13 juillet. Alors, il y a une erreur ici, c'est pas à 21h, mais c'est à 18h30. 18h30, retenez bien. Ça sera la veille du 14, donc il doit y avoir un lien avec. N'oubliez pas de nous rejoindre pour cette dernière émission de la saison. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook, Instagram et Twitter. Et bien évidemment, vous allez retrouver cet épisode sur la chaîne YouTube de l'association, la chaîne Sobrique. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines émissions.